du coup, m'a sollicité en me disant que ce serait bien que le CERAM organise une table ronde autour de ces questions. Et donc, on a choisi en fait, d'organiser l'activité en discussion. Donc, c'est pour ça que je pense que ça soit bien qu'on soit autour de la table. Et on a sollicité un certain nombre d'étudiants dont les deux pays donc, sont des sujets d'intérêt. Donc, la table ronde va s'organiser comme suit. On va avoir 3 premiers présentateurs sur donc la situation au Cameroun et puis ensuite 3 sur la RDC. Donc pourquoi organiser en fait une table ronde sur ces deux pays? Vous le savez sans doute que les deux pays connaissent donc pendant l'automne 2018 donc des échéances électorales présidentielles. Le Cameroun a vu donc le 7 novembre dernier la réélection de 7 octobre, c'est la date exacte, octobre. Ouais, c'est ça, j'ai dit novembre, mais c'est octobre, parce que là c'est Madagascar le 6 novembre, mais bon, je me suis mélangée. Donc le 7 octobre, donc, la réélection de Paul Biya, donc une réélection contestée, dont donc les présentateurs vont pouvoir discuter. Et puis donc la RDC, on a l'élection qui est prévue donc, pour fin décembre, et dont les élections s'annoncent également problématiques à plusieurs niveaux. Et dont du coup nos présentateurs sur la RDC vont pouvoir discuter. Je pense que c'est une congruence, en fait un parallèle temporel qui est assez intéressant à questionner, puisque de deux manières certes singulières et différentes, les deux pays connaissent la réélection ou vont connaître la réélection peut-être d'un président qui est en poste donc depuis un certain nombre d'années. Et donc cette longévité au pouvoir et puis la contestation donc, des résultats par l'opposition, mais aussi par des mouvements de la société civile et des mouvements donc de mobilisation citoyenne, soulèvent un certain nombre d'enjeux au niveau politique, social, économique, etc. Donc je suis ravie que nos 6 présentateurs aient accepté donc, de participer à cette activité et du coup je vais leur donner la parole donc, pour les présenter rapidement. Donc on a Steve Tiwa Komekon qui est donc par Skype que je vais vous présenter tout de suite, c'est lui qui va commencer. Il est étudiant au doctorat à la faculté de droit ici à l'Université Laval, mais il est au Cameroun en ce moment pour un terrain de recherche. On aura ensuite Christian Djoko ici présent, donc qui est étudiant au doctorat à la faculté de philosophie, et Séraphin Bala qui est lui stagiaire postdoctoral ici à l'université. Ensuite, sur la RDC, on aura donc Rosie Kasongo, qui est étudiante au premier cycle en sciences politiques, ici à l'université, donc il prendra la parole. Puis Vincent Moutamboudi, qui est étudiant au doctorat à la faculté donc, de théologie, et Gaston Moubéré, oui, bonjour. Philosophie, pardon, et Gaston Moubéré, qui est étudiant donc, à la faculté de théologie. Excusez-moi pour l'erreur. Donc, vous avez vu les consignes, il vous prend la parole à peu près entre 7 et 10 minutes, pas tellement plus, pour pouvoir laisser le temps donc, à la discussion ensuite. Et du coup, je vais me faire un peu l'avocat du diable, c'est moi qui vais vous tenir le temps, donc désolé pour ça, mais c'est pour m'assurer que vous aurez tous le temps de prendre la parole et puis qu'ensuite on pourra engager un cycle de discussion tous ensemble. Ça vous va? Oui. Donc Steve, je vais te connecter, j'espère que ça va bien fonctionner. Et que vous allez le voir correctement. Il est là-haut. Par contre, je ne sais pas précisément comment le... Qu'est-ce que ça nous dit? Je ne sais pas sur quoi ça se met en mode cible. Voilà. Je le mets comme ça parce que j'arrive pas à le faire différemment, j'aimerais qu'on voit son visage en entier, ça vous va? Et on vous entend, on t'entend bien, Steve, donc ça va. Donc Steve, je te laisse la parole pour 7 à 10 minutes. Tu te laisses introduire ton sujet et puis du coup ensuite on enchaîne avec les autres présentations sur le Cameroun. Ok, d'accord. Merci Marie, bonjour à tout le monde, même si je n'ai pas la possibilité de vous voir, ça me fait plaisir de participer à cette table ronde sur les élections, plus particulièrement les élections présidentielles qui se sont achevées, qui ont eu lieu le 7 octobre ici au Cameroun et dont j'ai eu le privilège de vivre en direct. Alors, c'est une élection qui a soulevé de nombreux enjeux.
mais de par ma formation, je préférerais m'intéresser aux enjeux juridiques qui entourent ces élections, et plus particulièrement sur la question du contentieux électoral. Après, lors des échanges, des discussions, on pourra revenir éventuellement sur d'autres enjeux juridiques en lien avec ces élections. Alors, c'est un processus qui a commencé, on pourrait le dire, depuis début juillet, avec la convocation du corps électoral et qui s'est achevé mardi, c'est-à-dire avant-hier, avec justement la prestation de serment du président élu. Alors, comme je le disais tantôt, mon intervention portera sur le contentieux électoral, qui est une question qui a suscité beaucoup de passion et beaucoup d'intérêt. Pourquoi m'intéresser au contentieux? Parce qu'on avait l'institution en charge de connaître ce contentieux faisait son entrée en scène, c'est-à-dire depuis 1996, depuis la modification ou bien l'adoption d'une nouvelle constitution en 1996, on avait institué ou bien créé le Conseil constitutionnel dont les lois portant organisation et fonctionnement étaient adoptées en 2004. Mais jusque-là, le Conseil constitutionnel n'avait pas encore été mis en place. Et ce n'est que dans le cadre de ces élections, c'est vrai que l'institution a été mise en place en 2018 et a pu connaître du contentieux en lien avec les élections sénatoriales qui se sont tenues en avril dernier. Mais pour ces élections présidentielles qui constituent l'élection mère, c'était une première entrée en scène justement de l'institution. Donc alors on devait voir, il y avait tout un intérêt à voir comment devait se déployer cette jeune institution et quel pouvait être son apport ou bien sa contribution à la consolidation de l'état de droit au Cameroun. Donc le contentieux en lien avec ces élections a connu deux phases essentiellement. On a eu un contentieux pré-électoral, c'est-à-dire après la validation d'un certain nombre de candidatures par le Conseil électoral et par la suite un conseil post-électoral qui a eu lieu après justement le déroulement des opérations de vote le 7 octobre dernier. Alors quand on observe de manière générale, pour aller très rapidement, comme on n'a pas beaucoup de temps, de manière générale, de mon analyse, deux constats principaux se dégagent de ces contentieux, qu'il s'agisse du contentieux préélectoral ou du contentieux post-électoral. Des questions, bien des enjeux, à mon sens, qui devraient retenir l'attention et sur lesquels l'opposition devrait davantage faire attention, puisqu'il y a des échéances futures qui arrivent et qui sont tout aussi importantes, notamment les élections législatives prévues pour 2019. Donc la première, disais-je, c'est justement le premier constat que je ferais, c'est en lien avec l'appropriation du cadre juridique qui encadre justement le jeu électoral. Donc, au travers du processus, tout au long du processus, on a eu le sentiment que les partis politiques d'opposition sur lesquels beaucoup d'espoir étaient fondés pour un changement ne s'étaient pas approprié les dispositions qui encadrent le jeu électoral. Donc, on avait l'impression qu'il y a une connaissance approximative des règles juridiques applicables en la matière, ce qui justifie le fait que la plupart des requêtes n'ont pas prospéré, même si on peut reprocher au Conseil constitutionnel quelques manquements. Alors, quand je parle d'une appropriation approximative, c'est justement en lien justement avec le fait quand on se situe par exemple dans le cadre du contentieux préélectoral, on a constaté que la plupart des candidatures ou bien des recours autant pour moi qui ont été rejetés, c'était des recours qui ne remplissaient pas nécessairement les conditions que requiert justement la loi électorale. Quand on prend même encore, quand on rentre dans le cadre du contentieux post-électoral, c'est vrai, les règles en la matière ne sont pas consensuelles, font l'objet de débats, de beaucoup de controverses, et certains estiment, avec parfois raison, qu'elles sont en la faveur du parti au pouvoir. Mais étant conscient de cela, on s'attend des partis politiques d'opposition
qu'ils s'approprient de manière satisfaisante et appropriée justement de ces règles pour que leur recours puisse prospérer. On a par exemple vu des candidats sur lesquels, par exemple, un candidat sur lequel beaucoup de jeunes fondaient beaucoup d'espoir, déposer son recours après la limite qu'indique justement, ou bien que fixe la loi électorale, soit 73 heures après le scrutin, alors que la loi requiert que les recours soient déposés 72 heures. Donc il y a beaucoup d'éléments comme ça sur lesquels peut-être on reviendra lors des débats qui laissaient transparaître une mauvaise préparation du contentieux aussi bien préélectoral ou post-électoral, et qui, à mon sens, peut contribuer peut-être à décrédibiliser parfois l'opposition. Ensuite, la deuxième observation que je voudrais faire, c'est en lien avec la capacité de mobilisation des partis politiques, qui a une incidence sur le contentieux post-électoral, par exemple. Pourquoi? Parce qu'il y a des cas de preuve qui ont été évoqués, il y a des cas de preuve de fraude électorale, tant pour moi, qui ont été relevés, mais qui n'ont pas été démontrés. Parce qu'en droit, il y a un principe fondamental, c'est celui selon lequel c'est à celui qui allègue un fait d'apporter la preuve en soutien au fait qu'il allègue. Mais malheureusement, on a pu noter que l'opposition, très souvent, n'a pas pu apporter les éléments en soutien des recours qu'ils ont présentés devant le Conseil constitutionnel. Cela étant en partie dû justement au fait qu'ils n'avaient parfois pas des représentants dans tous les bureaux de vote, qui auraient pu, par exemple, s'assurer ou bien de la régularité des élections, ou bien alors au moment de la fermeture de vote, ou bien au moment de signer les procès-verbaux, d'émettre les réserves relatives justement au déroulement du scrutin dans les bureaux de vote dans lesquels ils étaient présents. Alors, s'il faille alors faire quelques recommandations en lien justement avec ces deux observations que je viens de présenter, c'est que, bien évidemment, il faudrait que l'opposition s'approprie davantage justement ces règles juridiques qui encadrent le jeu électoral. Ça, c'est une recommandation que l'on peut formuler à l'égard ou bien à l'endroit des partis politiques, mais également à l'égard de l'ELECAM qui est en charge de l'organisation matérielle des élections. Qu'elle mette, par exemple, pour démontrer, ou bien, démontrer davantage, démontrer sa crédibilité, il serait peut-être important, bien intéressant, que des manuels de procédure soient élaborés explicitant les dispositions du code électoral pour justement faciliter l'appropriation de ces règles par les acteurs du jeu électoral. Je pense aussi qu'on pourrait par exemple donner plus de moyens à ELECAM pour pouvoir consolider son autonomie. Et peut-être aussi simplifier la procédure de recours aux huissiers, parce que les partis politiques d'opposition se sont heurtés à cette difficulté de pouvoir recourir à parfois des huissiers pour constater un certain nombre d'irrégularités ou de fraudes. Donc si on prenait des mesures pour justement simplifier cette procédure, ne serait-ce que même en matière d'élection, ce serait bien. Et bien évidemment, il faudrait que les partis politiques d'opposition continuent la bataille pour que soient révisées les règles qui encadrent le jeu en la matière, pour qu'on puisse instaurer le vote biométrique, mais également le bulletin unique, par exemple. Donc voilà, de manière générale, très grosso modo, en 10 minutes, quelques observations que je peux faire en lien avec quelques enjeux juridiques que soulevaient ces élections. Comme je l'ai dit, on aura certainement l'occasion d'y revenir lors des échanges et des débats. Merci beaucoup, Steve. Merci pour le temps. Je vais laisser la parole à Christian. Christian, je te laisse pareil une dizaine de minutes pour exposer ton propos. Steve, je vais essayer de te montrer la salle. D'accord, s'il te plaît. Est-ce que là tu vois? Oui. Non, pas. Oui, là je vois bien la salle, ouais. Ça va là? Ouais, là ça va. Alors, Christian, je te laisse la parole. Je vais mettre
mon chronomètre parce que je parle beaucoup. Oui, merci à tout le monde d'être présent pour cette table ronde. En fait, quand on m'a proposé de participer à cette table, j'hésitais en fait sur comment aborder la question parce que j'ai beaucoup réfléchi durant les élections. J'essayais de rédiger un certain nombre d'articles de presse sur la question, notamment la manipulation, ce que j'ai appelé la manipulation de l'ethnie. Pour d'autres aussi, d'autres questions. Bon, certains connaissent mon engagement à l'égard du régime actuel, donc je ne vais pas me dédouaner ou bien je pense que je suis fondamentalement opposé à ce régime. Je préfère le dire d'entrée de jeu pour ne pas... vous pouvez aussi lire mon intervention peut-être à la lumière. Je vais essayer d'être le plus objectif possible, mais reste que je ne cache pas pas mon hostilité intellectuelle ou académique ou politique à l'égard de ce régime-là. Ça, c'est dit. Aussi, j'ai pensé intervenir sur un sujet qui me semble quand même être un sujet très important, notamment le rôle ou la place des femmes en politique au Cameroun. Peut-être c'est parce que je suis contaminé par le fait que je suis dans un univers où la question de la place des femmes est très importante. Je suis un peu gêné parce que je peux exprimer un certain sentiment de l'imposteur, un homme qui parle de la place des femmes dans la politique. Mais bon, je vous demande de m'en excuser, mais c'est quelque chose qui me préoccupe énormément. Donc, mon constat part du fait que durant cette élection, il y a eu ce que j'ai appelé l'invisibilisation des femmes en politique au Cameroun. Qui dit invisibilisation dit acte finalement d'invisibiliser la place des femmes en politique. Et pour moi, ce n'est pas simplement de l'ordre du conjoncturel ou quelque chose de passager, c'est quelque chose qui est systémique. Et je vais vous donner quelques exemples pour illustrer ça. Donc, la première articulation, je l'intitule entre marginalisation et invisibilisation. Donc, en 1980, on avait par exemple 5 femmes pour 43 hommes au gouvernement. En 2006, le gouvernement était composé de 6 femmes pour 57 hommes. En octobre 2018, donc récemment, le gouvernement camerounais ne compte que 7 femmes ministres et une ministre déléguée et 2 secrétaires d'État pour un total de 64 membres du gouvernement. Donc, hormis le caractère décroissant de la participation féminine au gouvernement, il est également important de souligner qu'aucune femme n'a jamais occupé le poste de première ministre ou de chef de gouvernement. Donc la quasi-totalité d'entre elles n'ont d'ailleurs jamais occupé un poste régalien. Quand je parle de poste régalien, on peut penser à l'économie, la défense, la justice, l'administration territoriale ou la sécurité. Elles sont généralement confinées à des postes genrés et dont la dénomination en dit long sur la conception que je considère comme paternaliste que certains gérontocrates au pouvoir se font du pouvoir étatique. C'est souvent ministère des Affaires sociales, ministère de l'éducation de base, ministère de la condition féminine. Et puis je dirais ici que l'inventaire de la réalité permet aussi de constater que, à l'exception d'une dame qu'on appelle Kawala, aucune femme n'a jusqu'ici présidé aux destinées d'une importante formation politique. À quelques exceptions près, elles occupent très souvent des fonctions de propagande et d'animation folklorique au sein des partis. Autant dire que la supériorité numérique dans la société est inversement proportionnelle à leur présence dans les arcanes du pouvoir politique et décisionnel. Donc, aussi compétentes soient-elles, elles sont rarement investies comme tête de liste aux élections municipales, les chiffres en disent long à ce propos, encore moins législatives ou sénatoriales. Donc, si la nomination en 1972, tenez-vous bien, de la première femme ministre, Delphine Tsanga, avait affolé le cœur des conservateurs, force est de constater que la scène politique camerounaise demeure 46 ans après confisquée par les hommes qui, tel un boys club, décident entre eux. Ça peut paraître bizarre venant d'un homme. Une discrimination, je vais dire, pour moi, comme je le disais d'entrée de jeu, c'est davantage une question de discrimination systémique que plus un élément conjoncturel. Alors, cette invisibilisation des femmes va au-delà, pour moi, de la politique pour s'étendre à l'ensemble de la société, c'est-à-dire au niveau de l'activité économique et sociale. Et je dis très bien, les femmes disparaissent de l'organigramme au fur et à mesure que l'on monte dans l'échelle des responsabilités et des instances décisionnelles. Même dans les professions où elles sont majoritaires, comme la santé ou l'enseignement, les hommes occupent la plupart des postes décisionnels. À titre d'exemple, aucun hôpital majeur actuellement n'est dirigé par une femme. Cette marginalisation ou effacement de la gente féminine n'est pas récente. Il y a un homme politique très en vue dans les années 80 qui a écrit un livre, Cameroun qui gouverne, de Aïdjo Adia, l'héritage de l'enjeu, publié en 1983. Pierre Flambeau-Gayap soulignait que
Le fait d'être une femme ne favorise pas l'accès aux fonctions directoriales. En 24 ans, là on est en 83, 7 femmes seulement, soit 1,8% de l'effectif total de la directoriale, sont devenues directeurs de l'administration centrale. Dans le même ordre d'idée, un professeur aussi très important, paix à son âme, Roger Gabriel Lepp, affirmait dans sa thèse en 86 que l'équilibre observé au niveau de la répartition globale de la population s'est vite transformé en un déséquilibre exorbitant quant à la position des femmes dans l'appareil administratif. La plupart des emplois supérieurs échappent presque totalement au sexe féminin. Aucune n'a été à ce jour nommé conseiller technique chargé de mission ou attaché à la présidence. Il n'est donc pas exagéré, s'agissant du fait féminin dans notre administration, de parler de véritable apartheid sexuel. On est en 86. Donc, pour expliquer l'invisibilisation des femmes dans la sphère du pouvoir, il n'est pas rare d'entendre dire qu'elles ne seraient pas intéressées, pas assez compétentes, trop occupées aux affaires familiales, pas assez intrépides, combatives ou déterminées et tutti quanti. Donc, ces pensées féculées visent surtout à maintenir, à mon sens, un statu quo et à masquer la cause racinaire d'une discrimination de moins en moins justifiable. En réalité, la sous-représentation des femmes en politique et dans les sphères de décision est la conséquence conjuguée de la conception très phallocratique du pouvoir, de l'absence de volonté politique et de la survivance de quelques atavismes culturels. Dans l'imaginaire populaire camerounais, homme comme femme, j'insiste sur la deuxième articulation femme, l'idée de pouvoir reste fortement rattachée à la gente masculine. Suivant cette conception, donc, la femme est celle qui doit aplaventrisme à l'homme, mari, frère et père. C'est donc en tant qu'être dominée, voire subalterne, qu'elle fait quelquefois son intrusion dans l'espace public qu'est la sphère politique. Donc, cette situation de marginalisation et d'invisibilisation des femmes en politique ne constitue pas pour moi une réalité indépassable. Donc, il y a des solutions de rechange qui existent. Et j'articule mon troisième point, féminiser la vie politique. Depuis le 28 mai 2009, le Cameroun est partie au protocole de Maputo qui consacre, ouvrez les guillemets, l'institutionnalisation de la parité dans le domaine politique, ainsi qu'une grande implication des femmes dans le processus de décision. Donc, fort de cet engagement, le Cameroun doit faire de l'absence de parité homme-femme un facteur rédhibitoire et un motif d'irrecevabilité d'une liste électorale. Une telle disposition incitera les partis à intégrer plus de femmes à tous les niveaux de leurs instances politiques en amont des échéances électorales. En ce sens, toutes les candidates et candidats à une élection présidentielle doivent dorénavant s'engager à constituer un gouvernement paritaire, par exemple, ou à adopter un cadre juridique interne qui impose la parité lors des différentes consultations électorales. Pour moi, il ne s'agit pas de faire simplement des promesses populistes, démagogiques ou fallacieuses comme on en trouve ici ou ailleurs. Ne rien promettre qu'on ne peut réaliser. Les candidats pourraient tout au moins s'engager, à mon sens, à secouer nos traditions multiséculaires qui ont beaucoup de richesses, mais pour élaguer aussi des réflexes machistes dont le fondement a été progressivement divinisé à travers la longue domination masculine. Mon collègue Père Séraphin me dira si ce que je dis est vrai, mais pour moi, il y a comme un réflexe qui a été longuement instauré à travers une tradition. Cela n'enlève rien au demeurant à nos traditions. En réalité, il ne faut pas sous-estimer, pour moi, la puissance du symbole. Plus il y aura des figures féminines de première importance en politique, plus il y aura des femmes prêtes à s'engager davantage. D'ailleurs, la période post-électorale nous donne d'ailleurs de constater qu'il y a eu plusieurs figures féminines qui ont émergé. Et si je m'en tiens simplement à ce que je peux lire ici et là sur les réseaux sociaux, il y a une stimulation qui s'est installée. Donc, les figures sont inéluctablement source d'inspiration pour de nombreuses filles et femmes à travers le pays. Par leur simple présence, elles enverront un message clair. Il est possible de briser le plafond de verre qui freine, voire anesthésier encore l'engagement des femmes en politique. Toutefois, faire éclater le plafond de verre ne doit pas reposer sur ce que j'appelle le sacrifice des pionnières, c'est-à-dire quelques femmes qui font toujours depuis longtemps office de défricheuses. Il est temps que la présence des femmes en politique devienne la règle d'or plutôt que l'exception. Je terminerai bientôt, Marie. À ceux et celles qui estiment qu'une telle mesure est radicale et excessivement ambitieuse, il est toujours bon de rappeler que toute ambition paraît toujours trop grande pour ceux qui n'ont pas d'ambition. D'ailleurs, je vais rappeler rapidement que le Cameroun a donné droit de vote aux femmes en 1945. Donc, soyons audacieux et faisons honneur à notre histoire. Le Cameroun a les moyens de devenir, à mon sens, je sors un peu de mon contexte de chercheur, parce que pour moi, c'est une question qui me préoccupe au plus haut point. Une telle aspiration progressiste n'est pas un caprice politique.
ce n'est pas une jérémiade féministe, comme on en discute souvent ici, ou une facétie d'inspiration occidentale. C'est un défi qu'une société doit se donner collectivement en vue de corriger une injustice qui n'a que trop duré. Et quand bien même une telle revendication serait d'inspiration féministe, et je vais m'arrêter là, il faut bien être en insécurité dans sa masculinité pour se sentir menacé par le féminisme. Merci. Merci beaucoup, Christian. J'espère que vous prenez note pour le solliciter par la suite, mademoiselle, sur ces questions. Séraphin, je te laisse la parole. Pareil, pour une dizaine de minutes. On a perdu Steve, je pense qu'il y a un problème de connexion, mais je vais essayer de tout ça. Séraphin, 10 minutes, pareil. Ok. Tout d'abord, merci aux organisateurs de cette conférence de m'avoir associé. Alors, je vais parler beaucoup plus du rôle des associations religieuses dans le théâtre politique au Cameroun. Il a peut-être déjà été annoncé, je suis anthropologue, chercheur. Ma thèse a porté précisément sur les mouvements religieux, notamment les pratiques de guérison dans les églises pentecôtistes. Et je dois aussi dire que je suis moi-même religieux, je suis prêtre, donc il faut peut-être avoir ça aussi dans l'esprit. Alors, Christian a parlé d'invisibilité ou d'invisibilisation des femmes. Je ne sais pas s'il faut emprunter à ce concept pour parler des associations religieuses, parce que même si quelques leaders ont occupé la scène médiatique ces dernières semaines, il faut quand même dire qu'en général, les associations religieuses ne se sont pas tellement fait entendre, ou du moins on n'a pas tellement relayé leur discours pendant la période préélectorale et même post-électorale. Alors, ceci dit, le Cameroun adhère au principe de la liberté religieuse, et c'est la loi de 053/90 du 19 décembre 1990 qui a statué de manière très très précise sur les statuts affectés aux associations religieuses. Il faut reconnaître, il faut savoir que tout groupe religieux au Cameroun a statut d'association et doit d'abord être autorisé par le président de la République. Alors le tableau confessionnel du Cameroun compte 47 associations religieuses officiellement reconnues. Mais dans les faits, c'est des milliers et des milliers d'associations religieuses qui officient actuellement au Cameroun. Donc je ne vais pas trop m'étendre dessus. Alors, au cœur de cette myriade de groupes, je me suis dit que je vais peut-être essayer de décrypter l'hétéronomie des discours, parce que même si on ne les a pas tellement relayés, les leaders religieux de plusieurs confessions ont pris la parole avant, pendant et après les élections. Donc, le paysage religieux camerounais est polymorphe et traduit très très bien l'histoire coloniale du Cameroun. Donc, ça reflète cette histoire parce que, par exemple, les religions historiques qu'on connaît, les trois grands groupes, le protestantisme, le catholicisme et, pour aussi citer le courant musulman, sont entrés au Cameroun à la faveur des conquêtes, qu'elles soient djihadistes ou qu'elles soient coloniales. Donc, avec la colonisation successive de l'Allemagne, de la France et de la Grande-Bretagne, le Cameroun s'est trouvé fortement christianisé dans ses parties méridionales. Et pour ce qui est du colon allemand, il privilégiait l'évangélisation par fief pour éviter des affrontements entre les différents groupes religieux. Donc, on sait par exemple qu'en 1914, il y a eu une conférence à Buea pour que des territoires respectifs soient affectés respectivement à l'église protestante et à l'église catholique, entre qui il y avait quand même des frictions. Et les Allemands freinaient également des expéditions missionnaires dans le septentrion pour éviter des frictions avec la communauté musulmane. Donc, ça fait qu'on a eu l'impression à un moment donné que tout le grand nord du Cameroun est homogène et musulman. Jusqu'à l'indépendance du Cameroun, on peut dire que les grands courants religieux au Cameroun, le
christianisme, qu'il soit dans sa variante catholique et protestante, et musulmans, ont une implantation ethno-régionale. Donc, à la faveur donc, de la colonisation, le catholicisme s'est beaucoup plus implanté dans la région du centre et puis vers le sud, sans oublier les quelques points dans les zones côtières. Le protestantisme, pareil. Mais après l'indépendance, c'est l'Église catholique qui va le plus réussir un maillage national. Au point qu'aujourd'hui, l'Église catholique, on peut, sans risquer de se tromper, dire qu'elle est présente sur tout le territoire national. Et comme l'Église catholique est aussi reconnue pour sa bonne organisation et sa ligne hiérarchique, ça fait qu'elle est capable d'articuler un discours beaucoup plus structuré, et elle peut aussi articuler des pratiques à travers lesquelles on peut facilement l'identifier par rapport aux autres groupes religieux qui sont un peu plus éparses. Alors c'est ça qui explique peut-être que les leaders catholiques retiennent plus d'attention dans les médias. Alors, avant de revenir donc sur les propos qui ont été relayés, les propos de Monseigneur Cléda, qui est de Douala, et Monseigneur Jean Barga, qui est à Yaoundé, avant d'y revenir, je vais parler d'abord des autres groupes religieux. On sait que l'Église protestante a du mal à avoir une position commune au sein de la Fédération des Églises évangéliques et missionnaires du Cameroun, qui est un peu comme une instance qui coordonne les différentes églises protestantes, pas seulement du fait que ces églises sont très très éparses, mais du fait aussi des centres de gravité ethnique. Alors je rejoins à ce moment Christian qui a déjà souligné qu'au Cameroun, la variable ethnique est très très politisée. Alors ça influence forcément le positionnement des leaders religieux. Mais pour ce qui est des églises du courant pentecôtiste, les choses sont encore plus difficiles parce que chaque leader il va comme il veut. On sait que Tsaleh Somba, le très populaire pasteur Tsaleh Somba, lui, il s'affiche clairement comme étant un soutien du régime. Il prie pour le président. Quand je faisais mes études de terrain, j'ai plusieurs fois assisté à ces cultes où il invitait à prier pour le président. Kamdem Djonodo, qui est connu, a une position un peu ambiguë. Parfois il dénonce, parfois il est un peu varié. La particularité de l'élection au Cameroun est que cette fois-ci, un pasteur était candidat à l'élection. C'était Ndifor Franklin. Donc, voilà. Et l'artiste très connue, la femme du peuple Katino, est pasteur aujourd'hui. Elle a dansé, elle a presté pour le parti du RDPC. Alors, pour ce qui est des églises du courant musulman, on n'en a pas tellement parlé, mais peut-être que c'est passé inaperçu que le Conseil des imams et des dignités musulmans du Cameroun a donné un point de presse au lendemain de la proclamation des résultats, en félicitant le président de la République, en exhortant la population à rester dans le calme, à respecter la légalité et les institutions. Alors, un pareil discours a été tenu quelque temps après par Monseigneur Jean Barga, mais ça n'a pas été du goût de tout le monde. L'interprétation n'a pas été pareille. Parce que quand on écoute ce que les imams ont dit et ce que l'archevêque de Yaoundé a dit, il y a beaucoup de choses qui se regroupent. Alors, pour bien comprendre le fait que certains partis d'opposition n'ont pas beaucoup apprécié la sortie de Monseigneur Jean Barga, je reviendrai plus précisément sur ce qu'il a dit. Il faut se souvenir qu'avant lui, Monseigneur Cléda, archevêque de Douala, a pris la parole, mais il ne parlait pas au nom de la conférence épiscopale. Chaque évêque peut y aller librement. Donc, c'est quand même frappant de voir que dans tout ce que Monseigneur Cléda a dit, les médias n'ont relayé que quelques phrases, notamment les contradictions qu'il soulevait entre le fait que les chiffres donnent le parti au pouvoir vainqueur dans les zones apparemment les plus pauvres, et puis aussi dans les zones en conflit. Et lui, il disait que personnellement, ça lui posait problème. Alors, je pense que si les gens ont interprété ça comme une remise en question du verdict des urnes, c'est peut-être parce que les gens ont mis cette déclaration en lien avec une autre que le Monseigneur Cléda avait déjà eu avant les élections, où il disait que si le président actuellement en place aimait son pays, s'il voulait le bien du Cameroun, il ne devait pas se présenter aux élections. Donc, ça fait qu'on interprète déjà ces propos comme étant un parti pris, comme étant d'office contre le pouvoir en place. Mais moi, j'ai réécouté un peu ce qu'a dit Monseigneur Cléda
Je vais peut-être lire très rapidement des sujets qu'il a abordés. Il a invité au dialogue sur la crise anglophone. Pendant les 30 minutes à peu près qu'il a eu d'entretien avec les journalistes, il a parlé de la crise anglophone, il s'inquiète du fait que les enfants ne vont pas à l'école. Il a adhéré très clairement au principe de l'unité du Cameroun. Il a relevé qu'il y avait un mécontentement évident, donc le climat de paupérisation, et que les leaders politiques, dans leur ensemble, devraient essayer de trouver une réponse à ça. Il a aussi comme dénoncé le fait que tous les hauts commis de l'État subissent une pression automatique à soutenir le parti au pouvoir. Et il pense que c'est quelque chose qui devrait changer. Alors, un peu vers la fin de son discours quand même, il a laissé entendre que les élections au Cameroun, déjà le code électoral ne fait pas l'unanimité, donc il doit être révisé, et qu'en allant aux élections, on a parfois l'impression qu'on connaît d'avance le vainqueur. Donc je pense que ces deux dernières remarques sont celles qui vraiment ont dérangé le parti au pouvoir et qui ont été peut-être aussi instrumentalisées par les partis d'opposition, mais on n'a pas assez remarqué que Monseigneur Cléda a fini son propos en invitant la population au calme, en invitant la population à respecter le verdict des urnes et en demandant d'attendre d'autres échéances, de se préparer à d'autres échéances électorales pour pouvoir espérer peut-être l'alternance. Donc, très clairement, il a pris parti à la fin dans son discours pour le respect des institutions. Alors, quelques temps après, Monseigneur Jean Barga est intervenu et je ne vais pas totalement revenir sur ce qu'il a dit, mais globalement, il appelait au respect des institutions et à soutenir le candidat qui a été élu, puisque c'est un programme politique qui a été validé par la majorité. Alors, il est question maintenant que le contentieux électoral prenne fin et qu'une nouvelle dynamique commence. Alors, automatiquement, elle a été aussi instrumentalisée, soit en faveur du parti au pouvoir, soit contre le parti d'opposition. Alors, je dirais, peut-être pour commencer à chuter, que les leaders religieux, en général, ont un discours social et, pour reprendre le mot une expression de Jean-François Bayard, ils ont un discours fidéiste. La plupart du temps, ils restent dans une posture prophétique et doctrinale pour leurs ouailles et sont plutôt prudents pour la question politique. Mais le clivage Yaoundé-Douala, parce que Cléda, pour ceux qui sont de l'Église catholique, Monseigneur Cléda est l'évêque de Douala et Monseigneur Jean Barga est l'évêque de Yaoundé, on voit très clairement un clivage aussi socio-culturel, parce que la variable ethnique est suffisamment instrumentalisée dans le débat politique et dans les résultats des urnes, on sait que Douala a été la seule région qui a échappé à la victoire des Biya. Par conséquent, les gens, je dirais spontanément, associent le discours de l'évêque de Douala à l'opposition. Pour peu qu'il critique le pouvoir, tout de suite, même à ses dépens, peut-être que ce n'était pas ses intentions, mais le fait qu'il soit symboliquement dans un territoire qui échappe au pouvoir en place, on l'associe à l'opposition. Tandis que l'archevêque de Yaoundé c'est le fief, qu'on le prenne comme circonscription administrative, c'est l'un des principaux fiefs du RDPC. Qu'on le prenne comme circonscription ecclésiastique, c'est là aussi que le RDPC recrute la plupart de ses fidèles au niveau ethno-régional, c'est-à-dire le président lui-même est de la région du Sud, qui fait partie de la circonscription ecclésiastique de Yaoundé. Donc la prise de parole de Monseigneur Jean Barga aussi peut être facilement instrumentalisée à la faveur du pouvoir. Alors je dirais que les leaders religieux, peut-être à leur dépens, peuvent facilement être instrumentalisés par tous les bords, mais en même temps, on voit quand même que même s'ils sont des hommes de Dieu, ils ne sont pas Dieu. C'est des gens incarnés et que leur prise de position, parfois spontanée, peuvent aussi trahir des penchants ou des préférences. Merci. Merci beaucoup à vous trois, d'autant plus que vous abordez des questions qui sont souvent peu abordées, donc merci de le faire. Donc ici, Christian sur les femmes et Séraphin sur le religieux. Je pense que c'est moins ce qu'on entend du coup dans la presse, et donc c'est important de donner cette place-là à ces enjeux-là. Donc merci
de le faire. Et puis, Steve sur le contentieux aussi, qui pose de nombreuses questions pour à la fois le processus électoral, mais aussi pour la suite des choses, comme il le disait. Donc, je pense que c'est important d'en parler. Donc, on va conclure sur le Cameroun, puis on va aborder la RDC. Puis ensuite, on pourra faire une période de questions communes, parce que peut-être qu'il y a des questions qui vont se recouper. Et en même temps, du coup, vous aurez l'occasion de poser vos questions pour chaque cas singulier donc, des deux pays. Donc pour la RDC, j'accueille, donc on dirait qu'il y a comme une table, tu sais, genre les pour et les contre, c'est très clivé. Mais donc j'accueille Rosie qui va prendre la parole la première, donc sur la situation et brosser un peu le portrait électoral donc, du pays. Donc Rosie, pareil, une dizaine de minutes, pour ensuite laisser le temps à ceux qui vous suivent. Ok, merci beaucoup d'abord pour... Parlez fort, pour qu'on puisse vous entendre. Alors, merci à tous déjà d'être là et merci au CIRAM aussi pour cette activité. Je parle déjà vite, souvent vite, donc je connais le dossier du Congo, c'est un truc que je connais vraiment beaucoup, donc c'est sûr que je parle un peu plus vite. Donc, vous m'entendez pas? Donc, plus fort aussi, donc je vais essayer. Donc moi en fait, c'est bon, oui, mon thème va s'intituler la trajectoire historique des élections au Congo de 2016 à 2018. Pourquoi on n'a pas eu des élections en 2016? Qu'est-ce qui a fait qu'il ne puisse pas avoir des élections en 2016 et qu'on puisse avoir des élections en 2018? Est-ce qu'on aura des élections en 2018? Ce sont des questions que je vais essayer d'un peu de vous montrer un peu, déjà, je pense que beaucoup savent déjà, le Congo est un pays qui a vraiment vécu beaucoup de temps de crise. En fait, c'est genre, ça fait 20 ans qu'il y a une crise qui se vit là-bas au Congo. Et cette crise, la première élection a eu lieu en 2006 et la deuxième c'est en 2011 qui était un peu contestée un peu sur sa crédibilité. Est-ce qu'il y a eu de la fraude? Est-ce que c'était plus transparent? Ça c'est la question qui revient souvent. Et la prochaine élection, la troisième élection qui aurait dû avoir lieu en 2016 n'a pas eu lieu. Faute de quoi? Déjà, les raisons qui ont été évoquées sont, oui, le retard du calendrier électoral, c'était impossible que de respecter en fait le calendrier électoral établi parce que c'était en retard, et puis le problème de budget, sachant qu'en 2016, on avait juste 16% du budget pour l'organisation de cette élection. Donc 16% en 2018, donc c'était un peu plus difficile. Alors l'opposition ainsi que la société civile s'est conciliée, ils ont commencé à faire des mouvements, des manifestations tout au long. Et là, on va parler déjà, il y a eu le premier dialogue qui a été convoqué par le président de la République. Donc le dialogue qui était sur le genre comme facilitateur Edem Kojo qui a été choisi par l'Union africaine. Le problème avec ce dialogue, c'est qu'il a été contesté aussi parce qu'une partie de l'opposition radicale du Congo ne figurait pas. Donc par opposant radicale, je parle de l'UDPS, du MLC, donc des grands opposants connus ne figuraient pas du tout. Donc, et la raison pour laquelle, la raison évoquée pour ce refus-là, donc c'était déjà la légitimité politique, parce que selon l'UDPS, étant donné que ce dialogue-là, que ce soit le gouvernement en place qui l'a convoqué, donc ça n'a pas de légitimité parce que non seulement ça ne respecte pas en fait la proposition qu'ils avaient évoquée il y a très longtemps encore avec l'ONU, et aussi parce que ce dialogue, le problème avec ce dialogue, c'est que genre la personne qui a été mise en place, Edem Kojo, on contestait sa neutralité. Parce que est-ce que Edem Kojo est neutre? Parce qu'il y a l'idée que Edem Kojo est relié aussi avec, il a quelques liens aussi avec le régime Zuma, et le régime Zuma est un régime qui est quand même allié au régime Kabila, parce que Jacob Zuma, ils ont leurs intérêts un peu dans les minéraux congolais et tout. Donc voilà, on va se contester un peu. Et puis bref, à la suite de ce dialogue, il y a quand même un accord qui a été mis en place le 18 octobre. Cet accord prévoyait déjà que le respect de l'article 70 d'alinéa 2 de la Constitution qui stipule que oui, le président va rester en place jusqu'à ce qu'il puisse avoir un nouveau président. Et aussi que maintenant il y aura un gouvernement de cohabitation qui veut dire genre le président sera le président actuel, mais la primature sera le premier ministre proviendra de l'opposition. Donc voilà, il y a eu cet accord et puis il y avait cet accord prévoit aussi des élections en 2017. Mais les élections en 2017 aussi, comme vous allez voir, il n'y a pas eu d'élections en 2017. L'une des raisons évoquées aussi, c'était déjà, il y avait des conflits, le fait que les listes électorales n'étaient pas actualisées, donc c'était impossible d'avoir des élections.
Et il y a eu encore pour régler le problème, pour trouver avoir des élections plus pacifiques, il y a eu le dialogue, il y a un troisième dialogue, cette fois-ci convoqué par l'Église catholique. Donc, comme je l'ai dit plus tôt, l'Église catholique joue un peu, beaucoup plus, l'Église déjà, mais l'Église catholique joue surtout plus un grand rôle en République démocratique. Donc, ce qui fait que l'Église catholique a appelé l'opposition, qu'elle soit la partie radicale, les différentes oppositions, et la partie pour qu'ils puissent en parler. Et l'accord de Saint-Sylvestre, et ça a amené à l'accord de Saint-Sylvestre. Cet accord de Saint-Sylvestre reprend un peu quelques petits accords, quelques petits principes évoqués dans le premier accord. Donc, c'est toujours le président actuel qui sera président jusqu'aux prochaines élections. Et cet accord prévoyait aussi que le gouvernement, ce serait un gouvernement de cohabitation, mais cette fois-ci, ça serait le Premier ministre sera issu de la partie de l'opposition non signataire de l'accord du 18 octobre. Donc la partie du rassemblement qui est sous l'égide Étienne Tshisekedi était le président, mais là c'est une autre histoire. Et puis cet accord prévoit aussi d'organiser en fait des élections dans un délai de 12 mois. Dans un délai de 12 mois, et elle prévoit encore plus de l'arrêt de poursuite de certains acteurs politiques et de la société civile, notamment genre la société civile avec les gens de la lucha, de la Finili, avec quelques personnes qui étaient arrêtées. Mais il y a un problème aussi qui se pose avec cet accord, parce que c'est vrai qu'il y a eu certains acteurs politiques qui ont été libérés et tout, mais il y a toujours le cas de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi qui est toujours exilé, qui a toujours un arrêt sur lui. Et puis il y a le problème aussi de Moyambo qui est toujours en prison jusqu'à aujourd'hui. Mais alors, comment est-ce que cet accord va se faire? Donc, et finalement, cet accord aussi, les élections, avec cet accord, techniquement, étant donné que l'accord a été signé les 31 octobre, et les 31 décembre, en fait, 2016, et que l'accord prévoyait 12 mois plutôt pour les prochaines élections, mais il n'y a pas eu de prochaines élections dans cette année en 2007, dû à cause de la liste électorale qui était en retard. Ça devait prendre 13 à 16 mois pour qu'elle soit actualisée. Ce qui nous amène, il y a eu quand même un peu des manifestations aussi avec des convoqués, genre le jour de la date où il y a eu plein de morts aussi et plein de manifestations, et nous amène aussi à l'élection de 2018. Les problèmes avec l'élection de 2018, il y a quelques caractéristiques, c'est qu'il y a certains noms manquants. On voit déjà Jean-Pierre Bemba qui ne figure pas, sachant que Jean-Pierre Bemba il s'est opposé avec les premières élections au Congo, c'était surtout Kabila contre Jean-Pierre Bemba déjà, et après il est allé en prison. La raison pour laquelle évoquée pour l'irrecevabilité de la candidature de Jean-Pierre Bemba, c'était parce qu'il a été condamné dans une affaire de subordination, donc qui est considéré comme une circonstance aggravante dans l'infraction de corruption. Il y a aussi Moïse Katumbi qui, lui, n'a pas pu déposer sa candidature parce qu'on a refusé qu'il puisse avoir accès, et qu'il puisse avoir accès aux frontières, genre il ne peut pas. Parce qu'il y a un arrêt international. C'est quand même paradoxal cette histoire de Moïse Katumbi, parce qu'il y a un arrêt international sur de dire on doit arrêter Moïse Katumbi, et finalement l'opposant se présente pour rentrer au pays, mais finalement on lui dit non, tu ne peux pas entrer, tu peux pas entrer, donc il n'a pas pu déposer. Et puis il y a aussi Antoine Gizenga aussi. Pour Antoine Gizenga, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus administratif, parce qu'il a oublié de signer. C'est une autre personne qui a signé pour lui. Donc c'était irrécevable. Aussi, Mouzito aussi, c'est un conflit d'intérêt aussi avec son ancien truc. Et il y a aussi un autre problème qui se pose aussi, c'est le problème d'un candidat unique. C'est genre il y a un candidat unique, l'opposition sont décidés, ils se sont dit bon ok, pour lutter, pour empêcher que le candidat, le dauphin du président de la République puisse être représenté, il y aura un candidat unique qui sera bientôt qui va bientôt être annoncé. Il y a aussi la question de machine à voter. La machine à voter, autrement appelée la machine à tricher ou la machine à frauder par l'opposition, parce que l'une des raisons, c'est parce qu'il y a cette machine, il y a 10 000 voix qui sont déjà enregistrées. Donc 10 000 voix enregistrées dans cette machine, donc ça pourra permettre au gouvernement de faire la fraude. Mais et puis l'opposition au début se disait non, on va boycotter les élections s'il n'y a pas la machine à voter, à cause de cette machine à voter. Mais finalement, après la marche du 26 octobre, ils se sont décidés, finalement, on ira aux élections avec ou sans machine à voter. Donc, c'est un peu ça. Donc, j'ai essayé de parler, je ne sais pas si je l'ai dit 10 minutes. Si, c'est bon. C'est Merci bon, beaucoup. donc c'est un peu Merci. ça. Merci Rosie. Vincent, je vous laisse la parole. Oui, merci beaucoup. Je remercie Madame Marie pour l'organisation de cette table ronde
sur une question cruciale sur les élections au Cameroun et au Congo, qui sont deux pays de l'Afrique centrale, et qui fait aussi une préoccupation pour mes recherches de doctorat en philosophie. Je crois qu'on va se recouper comme on parle d'une même problématique, c'est que nos idées vont se recouper avec celles des récits. J'ai intitulé mon propos Quid du processus électoral en République démocratique du Congo? Peut-on croire à des élections crédibles et apaisées? D'emblée, je donnerai ma position. Il faut être franc et honnête envers soi-même, comme Christian l'a dit. Depuis 2001, que l'actuel président du Congo est au pouvoir, moi je ne l'ai jamais accepté. Je suis dans le camp des opposants et radical, je peux le dire. Et je ne le reconnais pas comme mon président, parce que c'était une injure pour notre pays et c'est scandaleux. Donc ceci dit, c'est depuis 2016 que le mandat de l'actuel président a expiré, que le Congo devait vivre les élections que nous espérons jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et malheureusement, en lieu et place des élections, comme Rossi l'a dit, nous avons vu une kermesse des dialogues organisés, orchestrés par le pouvoir, en vue de gagner du temps pour ne pas organiser des élections. Et pour ce que nous disons dans les jargons congolais, pour accéder au glissement, c'est-à-dire laisser le temps au président actuel de gagner son temps et de se maintenir en place. Et depuis tout ce temps-là, les Congolais espèrent des élections, non par simple élections, mais des élections qui vont nous amener à vivre l'alternance du pouvoir en République démocratique du Congo depuis 1960, date de l'indépendance. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu une alternance politique au Congo. Donc, soit c'est par coup d'État, soit par des moyens frauduleux que celui qui dirige le pays est au pouvoir. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, les Congolais espèrent qu'un jour, qu'il y ait l'alternance du pouvoir au pays. Alors, compte tenu de ces problèmes orchestrés par les pouvoirs et confrontés à des pressions externes et internes, le régime en place était contraint de lancer un calendrier électoral, donc qui prévoit des élections en date du 26 décembre de cette année. Mais avant d'aller aux élections, il y a des problèmes, il y a des questions, il y a des préalables qu'il faut régler. Quels sont ces problèmes? Le problème du fichier électoral, le problème de la machine à voter ou de la machine à voler, le problème de la transparence même des élections et aussi le problème épineux de la logistique et du financement de ces élections. Alors, l'enjeu de ces élections, en partant de deux dialogues, des principaux dialogues que le pays a connus, sous Eden Kodjo et puis sous les auspices de l'Église catholique, et je retiens que après le dialogue organisé par la SENCO, il y a eu un accord qui a donné un peu d'espoir dans l'ensemble du pays, qui stipulait que le président actuel reste en place jusqu'à l'organisation des élections. Et puis, il y a eu création d'une institution qui devait coordonner la transition à la date des élections. Et puis, la problématique des crispations politiques, c'est-à-dire qu'il fallait libérer les prisonniers politiques et puis permettre à Moïse Katumbi de rentrer au pays et de laisser avec les poursuites et des procès bidons contre Moïse Katumbi. Alors, quels sont les points de blocage? Les points de blocage pour cette élection qui pose problème, d'abord, c'est le fichier électoral. Comme Rossi l'a dit, le fichier électoral est peu fiable. Pourquoi? Parce qu'après l'audit de l'Organisation internationale de la francophonie, il s'est avéré qu'il y a plus de 10 millions d'électeurs fictifs dans le fichier électoral. Alors, les experts de l'OIF, ils ont demandé à la CENI de régler ces problèmes ensemble avec l'opposant, avec les opposants plutôt. À part ce problème du fichier électoral, il y a le problème des machines à voter qui est illégal et inconstitutionnel. Puisque nous avons la Constitution, nous avons la loi électorale, mais parmi ces deux lois, nulle part on fait allusion
à la machine à voter, mais le gouvernement et la commission électorale indépendante, à un certain moment, nous amènent et non, l'élection sera une élection, on va voter par des machines à voter. Même dans des pays de grande démocratie, on ne croit pas, effectivement, on ne croit pas vraiment fondamentalement à l'élection par des machines à voter. Mais par contre, les Congo, un pays où la moitié ou la plupart des électeurs sont analphabètes, dans l'arrière-fond du pays, qui vont aider, par exemple, les vieux pères à voter sur l'écran tactile, à chercher son candidat de choix par la machine pour qu'il porte son choix. C'est pourquoi on dit ce problème de la machine à voter, c'est vraiment, c'est bien vu que c'est la tricherie qui est organisée par les pouvoirs en place. C'est pourquoi l'opposition jusqu'au jour d'aujourd'hui dit non à la machine à voter. Si nous devons aller aux élections, nous devons d'abord régler les problèmes du fichier électoral et nous devons régler les problèmes de la machine à voter, parce que la machine à voter n'est pas prévue par la Constitution, n'est pas prévue par la loi électorale. Alors, en dehors de cette problématique de la machine à voter des fichiers électoraux, il y a encore les problèmes plus crucial encore, les problèmes de financement des élections. En 2006 et en 2011, le Congo a ouvert ses mains aux bailleurs de fonds pour financer des élections. Et étonnamment, en 2018, le Congo dit que non, nous avons organisé les élections par nous-mêmes, ni même la MONUSCO qui est en place au Congo, la mission des Nations Unies, ne peuvent même pas assister sur le plan logistique des élections. Comment ils vont acheminer, par exemple, les machines à voter dans l'arrière-fond du pays avec les moyens maigres? Donc c'est pourquoi on se demande, ce n'est pas une élection qui va nous conduire à la stabilité du pays, qui va nous conduire à ce que les Congolais espèrent, mais c'est une élection déjà jouée à l'avance où les candidats du Front commun, du FCC, le Front commun pour le Congo, qui va gagner les élections. La chose est déjà jouée à l'avance. Mais pour quelles raisons l'opposition doit s'obstiner d'aller aux élections dans de telles conditions, alors que nous le savons, la chose a été déjà bien préparée et bien gagnée à l'avance par les pouvoirs en place. Est-ce que dans ces conditions, pouvons-nous espérer vraiment à une élection transparente et crédible? Moi, sincèrement, je me dis, si élection il y aura le 23 décembre, cette élection, ça ne nous conduira pas à la paix et à la stabilité du pays. C'est une élection qui va ouvrir encore le voie pour d'autres problèmes, alors que le pays est déjà confronté à plusieurs problèmes. Il y a des massacres qui se jouent du jour au lendemain à l'est du pays, où le gouvernement ne dit rien. On sent sa complicité. Alors on se demande pourquoi on s'obstine pour aller aux élections. Alors il y a la question de la fragmentation de l'opposition. Depuis les deux dialogues, le pouvoir en place est en train de jouer à ce que l'opposition ne soit pas unie. Selon l'esprit du dialogue organisé sous les auspices des églises catholiques, en principe, le Premier ministre devait être le ministre du rassemblement du côté de l'opposition. Mais le pouvoir en place a divisé l'opposition pour prendre depuis le gouvernement de Badi Banga jusqu'à l'actuel gouvernement, les dissidents de l'opposition que le gouvernement tire pour organiser le gouvernement. Alors on s'est dit, dans ces conditions où l'opposition est fragmentée par le pouvoir en place, on ne peut pas vraiment espérer à une élection paisible et transparente. La question de paix et de sécurité avant, pendant et après les élections est une question cruciale. Donc on s'est dit, élection ou pas élection, après le 23 décembre, la situation en République démocratique du Congo sera une situation désespérée. Pourquoi désespérée? Parce que les Congolais ont trop souffert. Et nous espérons, tous les Congolais espèrent à l'alternance politique. S'il n'y a pas d'élection, si nous espérons à une transition sans Kabila, alors il faudra que ces derniers démissionnent ou désistent
Comme ça, on organise une transition en ayant des 3 mois ou 4 mois qui nous amènera à des élections vraiment démocratiquement acceptables et acceptées par tout le monde. Alors, dans ces cas, pour terminer, je dis, il est difficile de croire au processus électoral tel qu'il est organisé aujourd'hui en République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que le président en place, il n'a jamais eu la volonté de quitter le pouvoir. S'il en avait la volonté, il organiserait les élections en 2016. Et l'alternance jouerait facilement. Mais il est en train de jouer de tous les moyens, de tous bords, pour se maintenir au pouvoir. Et dans ces conditions, on s'est dit, si après le 23 décembre, élection ou pas élection, si Kabila manœuvre encore de se maintenir au pouvoir, à ce moment, le peuple congolais se prendra en charge par l'article 64, qui stipule que tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions légales. Donc à ce moment-là, la société civile et l'opposition radicale s'organisera comme toujours. Bien sûr, il y aura toujours des morts, comme d'habitude, mais l'opposition s'organisera à ce moment-là pour vraiment barrer la route à Kabila, de ne plus se maintenir au pouvoir et espérer à une transition démocratique au pays. Je vous remercie. Merci. Gaston, oui. On finira par vous. Merci. Merci d'abord pour l'invitation. Je vais commencer par 2 petits récits, des extraits. Je suis théologien. C'est pour ça que mon choix commence par ces récits. Un père de famille s'exprime. On extrait des minéraux, particulièrement les coltans et les cobaltes. Au départ, on estime les kilos à $10. Arrivé à Bukavu, on te dit que le marché s'est effondré à Londres. Moi, je ne sais pas ce qui se passe à Londres. Ensuite, au lieu de $10, on le va à $4. On n'a pas de choix. Tout est dicté d'ailleurs. Et même les présidents de nos pays d'Afrique nous sont imposés par les grandes puissances qui gèrent nos ressources. En réalité, les présidents ne sont pas votés. Ils sont mis au pouvoir malgré les urnes des votes. Je ne suis pas un politicien ni un politologue, mais c'est ça le système. C'est ça notre vie. Je ne peux rien. Parfois, j'ai envie de mourir lorsque j'y pense. Extrait du documentaire La malédiction des mines d'Anastasie Trofimova, chaîne d'information internationale à continu. Deuxième extrait, Teresita, 40 ans, elle dit que ce soit les FDLR ou les Mai Mai, c'est toujours pareil, ils kidnappent toutes les femmes du village à partir de 13 ans. Arrivés dans la forêt, on nous regarde et celles qui pèsent moins de 50 kilos sont exécutées. D'autres ont moins de chance, on leur trache le sang et le mange, persuadés alors de bénéficier des pouvoirs magiques les protégeant sur les routes des mines. J'ai vu des femmes agoniser, on ne pouvait rien faire pour elles, c'était horrible. Nous vivions nus, on devait assouvir les besoins sexuels de tous les soldats qui gardent les mines. J'ai été violée parfois plus de 10 fois dans une même journée. Ils cherchent de l'or dans nos vagins. Mais je m'estime chasseuse. J'ai vu des femmes enceintes. Ils ont été enterrées vivantes pour que la terre soit fertile. Témoignage de Teresita, 40 ans, c'est un article de l'Obs de 2010. Le titre de ma conférence, Voiler l'exploitation ou espérer malgré tout le cas des élections en RD Congo. Je commence par une anecdote. En 2012, les questions politiques et les débats de société concernant la RD Congo ne m'intéressaient guère. J'étais habitué au récit des drames, c'était normal. Puis un jour, lors de mes vacances dans mon village, une dame me racontait des scènes de viol de sa voisine. C'était horrible. Je n'avais pas de mots. J'avais tout simplement dit « Je vais prier pour toi ». Je vous assure que c'était la phrase qu'il ne fallait pas prononcer car elle en était enragée. Puis, un soir, 3 de mes amis proches ont été enlevés, kidnappés jusqu'à présent et peut-être sont morts. Voilà 5 ans que je ne les ai pas revus. Tous ces événements et d'autres m'ont donc motivé à m'intéresser au Congo
Et c'est à cause de ça que aussi mes projets de recherche au doctorat portent sur ces sujets. En fait, ce qui se passe au Congo déborde les frontières du Congo. C'est une réalité complexe et tragique qu'il serait difficile d'aborder à 7 ou 10 minutes. Une réalité qui nous concerne même à des milliers de kilomètres. Les recherches sérieuses ont toujours conduit à la richesse de ces pays comme source de conflits et de souffrances. On y retrouve plusieurs ressources naturelles minières, les plus prisées au monde, l'uranium, les zinc, le cobalt, les diamants, les cuivres, les manganèses, l'or, les coltans, et ainsi de suite. Des minerais attirent particulièrement les multinationales et monétaires, les coltans et les cobalt. Le coltan est la ressource indispensable de ce monde du XXIe siècle, caractérisé par la technologie. Le coltan est partout dans nos poches, téléphones, ordinateurs et aussi dans l'industrie aéronautique, surtout dans les réacteurs. Quant au cobalt, il est indispensable dans la fabrication des batteries des voitures électriques et autres. Plusieurs rapports de l'ONU et des organisations, des organismes des droits de la personne sont là. Ces rapports pointent le Rwanda et l'Ouganda particulièrement dans l'exploitation de ces minerais. On le sait, les coltan ne s'arrêtent pas au Rwanda, ils transitent. Le Rwanda est des sous-traitants, les commanditaires sont ailleurs et exploitent sous couvert du Rwanda ou de l'Ouganda. Le Rwanda est ainsi devenu premier exploiteur du minerai qui n'a pas. Entre-temps, il faut noter les silences notoires des dirigeants politiques au niveau national et international. C'est le système d'exploitation est soutenu par la politique. Aucune politique ne semble pas être prête à dénoncer les multinationales qui exploitent frauduleusement les sous-sols congolais. C'est aussi automatique que ces grandes puissances valident les pouvoirs tyranniques qui règnent dans ces pays dits démocratiques. Et lorsque la pression de quelques mouvements citoyens s'accentue, les élections s'organisent selon les termes les moins orthodoxes. Les exemples ont été donnés par mes collègues. Quelques exemples que je peux aussi souligner, la machine à voter, les validations de certaines candidatures, et la cité Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi et bien d'autres, mais aussi la mise à place des dauphins du président sortant, qu'on sait qu'il va gagner de toute façon. Donc tous ces faits indiquent tout simplement que ces élections, c'est une affaire de bonne conscience. Ainsi, l'exploitation en est voilée. Toutefois, malgré ces tableaux sombres, il y a toujours lieu d'espérer, contrairement à mon confrère. On ne peut pas balayer de revers tous les gestes, petits soient-ils, qui mènent à la démocratie. Donc, je propose une petite proposition ici. Évidemment, il s'agit bien d'une piste et des chemins approfondis. Ce n'est pas une réponse définitive que je propose. D'ailleurs, à ce sujet, Daniel Inerarity nous avertit que quiconque présente ce qu'il dit comme irréfutablement vrai, soit ce qu'il dit n'est pas vrai, soit ce qu'il dit n'a rien d'intéressant, d'un intellectuel au Satan qu'il dise quelque chose que d'autres n'ont pas vu et que lui-même ne voit pas encore très bien. Voilà donc ma proposition. En théologie, on nous apprend que les humains, par les actions, achèvent la création. Pour moi, achever la création revient, entre autres, à bâtir une société du bien commun, de démocratie, de justice et de paix. Cette construction du bien commun revient, me semble-t-il, à l'humain, tout simplement. Ce qui se passe au Congo, bien qu'à des milliers de kilomètres de nous autres, c'est aussi un déni de la femme, comme disait mon collègue, ou un déni de l'humain, tout simplement. Pour le moment, les Congolais semblent se trouver sous des décombres. Ils n'espèrent plus. Ils ont alors besoin de notre parole libératrice. Ils ont alors besoin qu'on parle pour eux et non pas sur eux. Notre parole les aidera alors à se réveiller, de passer des victimes en acteurs pour bâtir un pays où la justice demeure le socle de toute paix. En terminant, c'est dans cette perspective que je trouve normal et nécessaire de soutenir les élections, bien qu'elles soient déjà jouées d'avance. L'espoir est mince, mais c'est déjà mieux que la dictature ouverte. Je vous remercie.